Le jour où l'eau s'est enfin retirée des herbiers, le changement était évident avant même le lever du soleil. Les hydroglisseurs qui glissaient silencieusement à la surface une semaine auparavant étaient maintenant embourbés dans des poches de vase sombres. De longues bandes de marne à nu luisaient faiblement sous la lumière matinale, dessinant d'anciens chenaux qui n'avaient pas vu le soleil depuis des années. Des oiseaux à l'affût arpentaient le nouveau rivage, s'attaquant aux alevins et aux écrevisses échouées qui avaient perdu leur refuge peu profond à mesure que le niveau de l'eau dans les Everglades de Floride baissait plus vite que prévu par les équipes de terrain. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'informations. Pour de nombreux biologistes et hydrologues, ce type de baisse du niveau d'eau est généralement un signal d'alarme. Les zones humides peu profondes dépendent d'un équilibre fragile entre les précipitations, les eaux souterraines et la gestion humaine des canaux et des digues. Lorsque cet équilibre est rompu, les zones de reproduction des poissons diminuent, les alligators se réfugient dans des trous plus profonds et les jeunes reptiles et amphibiens peuvent se retrouver à sec. Les équipes parties sur le terrain cette semaine-là étaient préparées à mesurer le stress, les dégâts et les pertes. Ils portaient des filets, des capteurs et des flacons d'échantillonnage, s'attendant à trouver de la terre séchée, des animaux sauvages échoués et de l'eau seulement dans quelques dépressions tenaces. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que la baisse des eaux révélerait un autre visage des Everglades, un visage jusque-là presque entièrement caché. À mesure que la nappe d'eau se retirait, elle transformait radicalement la mosaïque du paysage. Les vastes étendues peu profondes entre les îlots boisés se vidaient presque complètement tandis que des bassins épars et des tranchées sinueuses conservaient leur eau. Sur les images satellites, le site ressemblait à une mosaïque de zones claires et sombres. Sur le terrain, c'était comme marcher sur un monde submergé, soudainement dépouillé de son camouflage. Sous leurs pieds, les scientifiques pouvaient distinguer de légères rainures dans le substrat calcaire, de petits gouffres circulaires et des crêtes de périphétons compactés qui flottent normalement juste sous la surface. Le souffle faible et pressant du vent sur la base semblait incongru dans cette zone humide réputée pour son courant lent, presque imperceptible. L'équipe de terrain qui explorait l'une de ces portions nouvellement exposées l'avait cartographiée des dizaines de fois lorsqu'elle était submergée. Ils connaissaient la répartition des lèches, la profondeur au plus fort de la saison des pluies et les déplacements habituels des poissons. Lors de cette expédition, cependant, ils virent quelque chose qui les obligea à s'arrêter. Au centre d'une vaste zone peu profonde qu'ils avaient toujours cru uniforme et plate, une série d'ouvertures circulaires profondes apparurent dans le fond de la zone humide, chacune de quelques mètres de diamètre, remplie d'une eau d'une couleur différente de celle des mares environnantes. La surface était plus lisse, plus sombre, et même de près, on y percevait un léger scintillement comme si l'eau remontait. S'avançant prudemment au bord de la première ouverture, les chercheurs scrutèrent le fond et constatèrent que la dépression était bien plus profonde que le marais principal, tandis que les alentours n'étaient plus qu'une pellicule boueuse. De cette structure coulait une eau claire qui disparaissait de leur champ de vision. Voyez-vous, des parois étaient creusées dans le calcaire strié de bandes orange, vertes et noires. Cela ressemblait à un gouffre géologique, mais ces parois abruptes étaient tapissées d'épais tapis d'algues et de biofilms bactériens qui s'étaient manifestement développés dans l'obscurité totale sous le niveau habituel de l'eau. Plus ils avançaient le long de cette portion de marais, plus ils découvraient ces formations telles une chaîne de cheminées immergées, émergeant d'une strate cachée du paysage. Ce qui était surprenant, ce n'était pas seulement la présence de dolines. Les paysages karstiques comme les Everglades sont parsemés de poches d'érosion dans le calcaire. Le choc venait de ce qui se passait à l'intérieur de ces ouvertures. Les instruments immergés dans le premier trou ont révélé que l'eau y était plus froide que dans les eaux peu profondes et présentait une signature chimique distincte. Elle contenait davantage de minéraux dissous, des niveaux plus faibles de contaminants de surface et étonnamment des conditions d'oxygénation stables malgré une dense prolifération microbienne.
Cette combinaison suggérait non pas de simples eaux résiduelles de marais, mais une remontée active d'eau provenant de la nappe phréatique sous-jacente, se mélangeant au système de surface d'une manière que les modèles précédents avaient à peine envisagée. Lors de l'échantillonnage des tapis microbiens, une seconde surprise est apparue. Les communautés recouvrant les parois et le fond des dolines n'éteignent pas seulement les espèces habituelles qui prospèrent dans les eaux stagnantes et les matières végétales en décomposition. Les analyses génétiques effectuées en laboratoire ont révélé des groupes de micro-organismes efficaces pour traiter à la fois l'azote et le phosphore, deux nutriments essentiels à l'écosystème des Everglades. Depuis des décennies, les gestionnaires luttent contre l'enrichissement en nutriments, notamment en phosphore, provenant des terres agricoles et perturbant l'équilibre naturel pauvre en nutriments qui a façonné les communautés végétales indigènes. Dans les fosses nouvellement révélées par la baisse du niveau de l'eau, les communautés microbiennes semblaient extraire et transformer les nutriments à un rythme beaucoup plus élevé que dans le marais environnant. Cette découverte a immédiatement bouleversé la perception des scientifiques. Ce qui au départ semblait être un symptôme de stress, la mise à nu de la boue et des roches à mesure que le niveau de l'eau baissait, révélait en réalité une résilience insoupçonnée. Ces dolines ou trous de dissolution, comme les appellent parfois les spécialistes du karst, agissaient comme des réacteurs naturels nichés à l'interface entre les eaux souterraines et les écoulements de surface. Elles filtraient, mélangeaient et transformaient l'eau en silence bien avant qu'elle n'atteigne les estuaires en aval. Avec des niveaux d'eau normaux, leur présence était supposée mais jamais observée directement à cette échelle. La baisse soudaine du niveau a levé le voile. Les implications pour l'hydrologie étaient profondes. De nombreux modèles d'écoulement des Everglades considèrent le mouvement de l'eau comme une large nappe peu profonde, glissant lentement vers le sud, modifiée par la végétation de subtiles variations d'altitude et des ouvrages humains tels que les canaux et les digues. Les eaux souterraines sont prises en compte, mais souvent comme un élément de fond évoluant lentement. Les données de terrain recueillies sur ces formations nouvellement exposées suggérait un échange tridimensionnel bien plus dynamique. L'eau du fond ne remontait pas seulement silencieusement et de manière diffuse. À certains endroits, l'eau jaillissait de conduits étroits alimentant des bassins profonds, même lorsque le marais environnant s'asséchait jusqu'à former une croûte. Cela signifie que certains endroits peuvent retenir l'eau plus longtemps pendant les périodes de sécheresse, servant de refuge aux poissons, aux invertébrés et même aux jeunes alligators. Ces refuges sont essentiels. Lors des sécheresses saisonnières, les grands poissons prédateurs, les tortues et les alligators se retirent dans les trous profonds restants pour survivre jusqu'au retour des pluies. Les biologistes savent depuis longtemps que la configuration et la profondeur de ces refuges déterminent quelles espèces survivent d'une année sur l'autre. Les bassins récemment mis au jour situés au-dessus de sources d'eau souterraines actives étaient plus profonds et plus stables que prévu. Ils semblent également maintenir des températures plus fraîches et des niveaux d'oxygène plus constants. Pour les espèces sensibles au stress, cette combinaison peut faire la différence entre survivre à une période de sécheresse ou voir leur population s'effondrer. Cette découverte a également soulevé des questions complexes. Si ces refuges alimentés par les eaux souterraines étaient plus importants qu'on ne le pensait, comment sont-ils affectés par les interventions humaines sur les eaux de surface et souterraines? Le pompage dans les centres urbains éloignés peut modifier la pression des aquifères. Les changements dans l'exploitation des canaux peuvent modifier la vitesse de circulation de l'eau douce dans le paysage et les zones où elle recharge le sous-sol. En exposant les sites où les deux domaines se connectent le plus fortement, la baisse du niveau de l'eau a été efficacement mise en évidence. Une carte des vulnérabilités, c'est des opportunités. Les zones qui abritaient encore des bassins alimentés par les eaux souterraines, même pendant cette période critique, pourraient constituer des éléments clés pour la planification de la conservation. Outre les dolines elles-mêmes, les scientifiques ont observé d'étranges bandes de végétation bordant les dépressions nouvellement exposées.
De petits groupes de plantes adaptés à des niveaux de nutriments légèrement plus élevés s'étaient établis sur les rebords, formant des anneaux invisibles lorsque tout était inondé. Ce schéma s'est avéré logique une fois l'hydrologie mieux comprise. Si les eaux de remontée charriaient un mélange particulier de minéraux et de nutriments, la zone où ces eaux débordaient et se mélangeaient aux eaux peu profondes créait une bande étroite aux conditions différentes du reste du marais. Les plantes qui y poussaient en groupe avaient des racines plongeant dans cette couche de transition, un avantage dont la plupart des espèces du système plus vaste pauvre en nutriments ne disposaient pas. Du point de vue de la restauration, cela représentait à la fois une source d'inquiétude et un atout potentiel. D'une part, si la végétation tolérante aux nutriments s'implantait trop fortement à ces endroits, elle pourrait servir de source de semences pour une propagation plus importante dans le marais. Par ailleurs, la connaissance précise de l'emplacement de ces anneaux de transition a permis de les surveiller comme indicateurs précoces. Une modification de la composition des espèces en bordure des nappes phréatiques pourrait signaler des changements dans l'apport de nutriments ou la gestion de l'eau bien avant que des effets à grande échelle ne deviennent visibles dans le paysage. Les implications biogéochimiques se sont propagées au fur et à mesure de l'accumulation des données. Les mesures ont montré que les tapis microbiens présents dans les cavités profondes ne se contentaient pas de traiter les nutriments, mais jouaient également un rôle dans la dynamique du carbone. Les sols des Everglades renferment d'immenses quantités de carbone accumulées pendant des milliers d'années grâce à la lente croissance des plantes et à leur décomposition incomplète en milieu saturé d'eau. Lorsque le niveau de l'eau baisse et que ces sols sont exposés à l'air des microbes, peuvent accélérer leur décomposition, libérant du dioxyde de carbone et, dans certaines conditions, du méthane. Mais à l'intérieur des nappes phréatiques, dans un environnement frais et souvent peu éclairé, l'équilibre entre production et consommation s'est à nouveau modifié. Certaines des communautés microbiennes récemment découvertes se sont révélées capables de consommer le méthane remontant des couches anoxiques profondes. Ces tapis végétaux agissaient comme des filtres biologiques oxydant ce puissant gaz à effet de serre avant qu'il n'atteigne l'atmosphère. Si ce phénomène était confirmé sur un nombre suffisant de sites, cela signifierait que les structures souterraines semblables à des grottes disséminées sous le marais influençaient non seulement la qualité de l'eau localement, mais modéraient également les flux de gaz à effet de serre à l'échelle régionale. La baisse du niveau de l'eau avait temporairement mis au jour l'architecture de ce système, offrant aux chercheurs un accès direct qui était extrêmement difficile à obtenir lorsque le marais était entièrement inondé. Pour les scientifiques qui étudient les réseaux trophiques, cette découverte a ouvert de nouvelles perspectives. Ces refuges profonds alimentés par les eaux souterraines ne sont pas seulement des zones de sécurité pour les grands animaux, ils servent également d'incubateurs pour les plus petites. L'échantillonnage a révélé d'épais essaims de petits crustacés de larves d'insectes et d'escargots spécialisés accrochés aux parois calcaires rugueuses et aux tapis microbiens présents dans les ouvertures. Comme les morses ne s'asséchaient pas lors des baisses modérées du niveau d'eau, ces organismes bénéficiaient d'une continuité dont les marais ouverts étaient souvent dépourvus. Au retour des pluies et à la propagation de l'eau sur les vasières, ils pouvaient se disperser et repeupler les zones où la sécheresse avait bouleversé la communauté. Cette dynamique laissait entrevoir un mécanisme de résilience insoupçonné. Plutôt que de considérer les périodes d'assèchement comme de simples épisodes destructeurs, les scientifiques ont commencé à entrevoir comment le système pouvait être structuré autour de cycles d'assèchement. Les eaux souterraines alimentant les refuges ont préservé la biodiversité durant les périodes de disette, puis ont permis le retrait des marais plus vastes lorsque les conditions se sont améliorées. Cette perspective n'a pas écarté le risque d'un assèchement plus extrême ou prolongé, notamment face au changement climatique, mais elle a mis en lumière l'importance de sites très spécifiques au sein de cette vaste zone humide. La protection du réseau de fosses et de bassins profonds pourrait être aussi cruciale que la garantie d'un débit d'eau global.
Tout aussi fascinante était la portée de cette découverte quant à l'histoire géologique des Everglades. Le calcaire sous le marais est le produit d'anciennes mers criblées de cavités, vestiges de récifs disparus depuis longtemps et d'innombrables années de dissolution. La nouvelle chaîne d'ouverture profonde s'alignait de façon irrégulière le long de subtiles pentes suggérant d'anciens chenaux où l'eau avait creusé son lit dans la roche. En quelque sorte, la lente rivière herbeuse d'aujourd'hui recouvrait la mémoire fossilisée d'anciens mondes aquatiques. La chute brutale du niveau de l'eau avait momentanément révélé la structure sous-jacente de l'écosystème. En combinant mesures hydrologiques, analyses microbiennes, inventaire de la végétation et cartographie, les équipes de recherche ont commencé à reconstituer une image plus complexe. L'eau tombait du ciel sous forme de pluie saisonnière et de lâchers contrôlés en amont. Elle s'écoulait vers le sud en nappe peu profonde sur les tourbières et les herbiers, mais s'infiltrait aussi dans les fissures, traversait la roche et remontait par des évents localisés. À ces évents, elle remuait les nutriments, nourrissait des communautés biologiques uniques et créait des micro-habitats aux conditions distinctes de leur environnement. Lors des périodes de sécheresse, ces micro-habitats conservaient de la mémoire des périodes plus humides abritant l'eau, la vie et les processus que le paysage de surface avait temporairement perdus. La soudaine mise en évidence de ces dynamiques n'a pas effacé les tensions que subissait l'écosystème. Le sol exposé le long des tronçons de drains s'est fissuré sous le soleil et des mortalités massives de poissons se sont produites là où les dépressions étaient trop peu profondes ou trop isolées pour permettre l'accès à des ressources plus profondes. Les oiseaux en attente se sont nourris à court terme, mais ont également dû faire face à l'incertitude liée à la diminution des proies. Les scientifiques étaient pleinement conscients de ces tensions. Cependant, la découverte inattendue d'un réseau de nappes phréatiques profondes interconnectées a transformé le tableau, passant d'un simple déclin à une interaction plus complexe entre vulnérabilité et ressources insoupçonnées. Du point de vue de la gestion, cet événement a constitué une expérience naturelle. Les gestionnaires de zones humides ont rarement l'occasion d'abaisser délibérément le niveau d'eau sur une zone aussi étendue simplement pour observer ce qui se cache sous la surface. Ici, les conditions météorologiques et les dispositifs de régulation des eaux existants se sont conjugués de telle sorte que le système s'est brièvement replié, révélant ainsi son fonctionnement interne. Les instruments et les observations recueillis durant cette période alimenteront les révisions des modèles d'écoulement, des plans de restauration et des stratégies de suivi. Ils ont notamment souligné la nécessité de prendre en compte les échanges verticaux entre la nappe phréatique et le marais, et non seulement les mouvements horizontaux contrôlés par les canaux et les digues. À l'approche des premières fortes pluies de la saison, les équipes de terrain ont intensifié leurs efforts. Elles savaient que la période favorable créée par la baisse du niveau de l'eau ne durerait pas. Chaque jour où les surfaces exposées restaient sèches était l'occasion de réaliser des mesures précises, des photographies et des prélèvements afin de saisir un aperçu fugace des conditions habituellement dissimulées sous une fine couche d'eau. L'une des tâches immédiates consistait à établir une carte précise des structures nouvellement mises au jour. Des drones haute résolution ont survolé le marais à découvert en quadrillage assemblant des mosaïques détaillées qui ont permis de reproduire les formes et l'alignement des profondes ouvertures. Sur le terrain, des équipes de topographes ont parcouru les zones concernées à l'aide d'appareils GPS suffisamment précis pour enregistrer les variations d'altitude les plus infimes. Elles ont tracé les contours de chaque dépression, noté la hauteur exacte des rebords par rapport aux plaines environnantes et intégré ces mesures aux données topographiques existantes. L'objectif était de relier les formes désormais visibles au soleil aux relevés historiques de profondeur et de débit d'eau effectués lorsque tout était submergé. De retour dans les laboratoires de terrain temporaires installés en bordure du marais, l'atmosphère oscillait entre le triage et la découverte. Des glacières remplis d'échantillons d'eau côtoyaient des supports de filtres souillés de sédiments fins et de matières microbiennes.
Des ordinateurs portables affichaient des graphiques préliminaires de conductivité de température et d'oxygène dissous, tous géoréférencés avec les coordonnées de pointe précis. Les techniciens exécutaient une chorégraphie qu'ils connaissaient par cœur grâce à d'autres campagnes. Mais cette fois, les chiffres sur les écrans avaient une signification différente. Au lieu de se contenter de suivre les changements de l'environnement de surface, ils cherchaient à déchiffrer les signes de la remontée d'eau par des chenaux qui venaient tout juste d'apparaître. L'un des hydrologues s'est concentré sur les variations de température des cordes d'instruments immergées dans les profondes ouvertures. Les relevés ont révélé un gradient subtil mais constant du fond vers la surface, même par temps chaud, lors de fortes variations de température ambiante. Cette stabilité suggérait une influence thermique provenant de couches plus profondes où les fluctuations quotidiennes étaient moins importantes. Elle laissait supposer que l'eau alimentant les bassins n'était pas simplement de l'eau de ruissellement stagnante piégée dans un trou, mais qu'elle faisait partie d'une circulation souterraine plus constante. Lorsque ces données furent comparées aux relevés existants provenant de puits et de stations de jaugeage de canaux, les liens entre les différentes parties du système commencèrent à se préciser. Dans un autre coin du laboratoire improvisé, des microbiologistes examinaient des lames et des boîtes de pétri prélevées sur les revêtements denses tapissant les parois rocheuses. Au microscope, la diversité des formes et des structures était surprenante. Des bactéries filamenteuses s'entremêlaient avec des amas de minuscules cellules sphériques formant des structures tridimensionnelles complexes. Certains de ces organismes ont émis un voile lorsqu'ils ont été colorés avec des colorants indiquant des voies métaboliques spécifiques, un indice sur la façon dont ils transformaient les composés dissous traversant leur habitat. L'équipe savait que le séquençage génétique révélerait à terme la diversité complète des espèces. Mais même ces premières impressions ont confirmé que les structures profondes abritaient des communautés spécialisées distinctes de celles des marais ouverts. Les chimistes, quant à eux, se sont intéressés aux différences entre l'eau prélevée à la base des ouvertures et celle recueillie en surface à proximité. Ils ont effectué des analyses d'ions de nutriments et de métaux traces et ont constaté des concentrations anormalement élevées par rapport aux valeurs typiques des marais. Certains éléments présentaient des proportions indiquant un contact prolongé avec le calcaire et des eaux souterraines anciennes, tandis que d'autres portaient de la trace d'interaction plus récente avec les sols et la matière organique en décomposition. Chaque flacon de liquide clair ou légèrement teinté offrait un instantané du mélange et de la transformation qui s'opérait à la jonction de ces deux mondes. Le contraste entre des échantillons prélevés à quelques mètres seulement de distance soulignait la brutalité des changements de conditions aux abords des formations profondes. Ce travail minutieux a alimenté de longues discussions sur la révision des modèles conceptuels des Everglades. Pendant des années, schémas, rapports et présentations avaient dépeint le système comme stratifié mais relativement homogène. L'atmosphère au-dessus, puis une colonne d'eau, puis une couche de pété reposant sur du calcaire avec des flèches indiquant une lente infiltration. Il fallait désormais faire place à ces représentations mentales pour intégrer des points d'échange précis, tels des soupapes dans la roche-mère, où matière et énergie circulaient par à-coups plus concentrés. Dans des carnets de croquis et sur des tableaux blancs, les scientifiques commencèrent à dessiner des coupes transversales sillonnées de conduits étroits et de cavités bulbeuses, chacune abritant son propre microclimat et sa propre communauté. Les implications dépassent le cadre d'une simple compréhension. De nombreux projets de restauration reposent sur des prévisions concernant la vitesse de déplacement des contaminants dans la zone humide et le temps nécessaire à leur dilution ou transformation avant d'atteindre les zones sensibles en aval. Si certains endroits du marais accélèrent l'élimination des nutriments en excès ou modifient leur composition, ces zones agissent comme des systèmes de traitement cachés intégrés au paysage. Inversement, si certains éléments concentrent des substances particulières, ils peuvent devenir, dans certaines conditions, des sources de rejet d'eau altérées.
Déterminer le comportement prédominant dépendait de l'équilibre des processus à l'œuvre dans les structures nouvellement mises au jour, un équilibre susceptible d'évoluer en fonction des variations de débit de température ou des pratiques humaines. Des questions se posaient également quant à la façon dont ces découvertes s'accordaient avec les observations ancestrales des populations dont la vie et les traditions étaient intimement liées à cette zone humide. Depuis des générations, les membres des communautés autochtones locales et les habitants de longue date des Everglades évoquaient des étangs insolites qui semblaient ne jamais s'assécher, des endroits où les poissons persistaient même durant les saisons les plus rudes et de subtiles variations de la qualité de l'eau perceptibles au goût ou au toucher. Ces récits avaient souvent été intégrés à une connaissance plus générale du marais sans explication physique détaillée. Le réseau visible d'ouvertures profondes et de bassins alimentés par la nappe phréatique offrait désormais une explication possible à certaines de ces observations. Il rappelait que la science empirique rattrapait enfin les schémas que les gens avaient patiemment observés au fil des années. Suite à ces découvertes, les échanges entre chercheurs et membres de la communauté prirent une tournure nouvelle. Lorsque les cartes des zones nouvellement recensées furent comparées aux croquis réalisés à la main des zones de pêche ou des sentiers de chasse traditionnels, des points de convergence frappantes apparurent. Des régions historiquement réputées fiables en période de disette coïncidaient avec des regroupements de réfugiés profondes mis au jour lors de la réduction des ressources. Cette convergence a fait plus que valider des résultats scientifiques. Elle a souligné l'importance d'intégrer les connaissances empiriques dans la conception formelle de la recherche. Les futures campagnes de terrain pourraient s'appuyer à la fois sur des images satellites et sur les témoignages de ceux qui ont observé le marais au fil des cycles de hautes et basses eaux. Parallèlement, ces découvertes ont complexifié les débats politiques déjà vifs autour de la répartition de l'eau. Les décisions concernant les volumes d'eau douce à acheminer vers le sud, ceux à détourner vers les zones urbaines et la gestion des réserves en amont ont toute une incidence sur l'ampleur et la durée des inondations du marais. Jusqu'alors, les débats portaient souvent sur des indicateurs généraux tels que les niveaux d'eau globaux, le nombre de jours d'inondation dans les habitats clés et le calendrier des apports aux estuaires. L'importance nouvellement mise en évidence des zones précises où l'aquifère martien interagissait le plus fortement ont introduit une nouvelle dimension. Il est devenu évident que deux scénarios de gestion avec des niveaux d'eau moyens identiques pouvaient avoir des effets très différents sur le réseau caché de refuges profonds et de sites de filtration. Cette constatation a mis en évidence la nécessité d'objectifs plus nuancés. Au lieu de se contenter de viser des profondeurs spécifiques sur de vastes régions, les gestionnaires de l'eau devraient veiller à préserver les conditions nécessaires au fonctionnement des ressources en eau souterraine. Cela pourrait impliquer d'éviter des baisses de niveau si extrêmes ou prolongées que même les nappes les plus profondes s'épuisent. Ou encore, cela pourrait signifier garantir une recharge suffisante en amont afin que la pression dans l'aquifère sous-jacent reste suffisamment élevée pour permettre la remontée d'eau. Ces considérations étaient difficiles à traduire en règles opérationnelles quotidiennes, mais on ne pouvait pas les ignorer sans risquer des conséquences imprévues. Sur le plan scientifique, l'une des conséquences les plus immédiates a été la nécessité d'intégrer des équipements de surveillance à long terme dans les structures découvertes avant qu'elles ne disparaissent à nouveau sous la montée des eaux. Les équipes ont conçu des boîtiers robustes pour les capteurs capables de résister aux variations de niveau, aux mouvements de sédiments et à la faune curieuse. Ces dispositifs devaient mesurer la température, la composition chimique et le sens du courant à différentes profondeurs au sein des ouvertures. La transmission des données, même depuis un bateau ou à pied, s'avérait complexe. En enregistrant des données en continu sur plusieurs cycles d'assèchement et d'humidification, les chercheurs espéraient dépasser le simple instantané fourni par cet épisode de baisse du niveau de eau et commencer à comprendre la constance ou la variabilité réelle des processus profonds. Ce travail a nécessité une planification méticuleuse. Chaque capteur devait être ancré
de manière à ne pas être déplacés par les variations du niveau d'eau, mais aussi de façon à ne pas perturber la dynamique même mesurée. Les équipes d'installation travaillaient depuis de petites plateformes ou des bateaux soigneusement stabilisés descendant l'équipement le long des parois rocheuses verticales jusqu'à ce qu'il atteigne des profondeurs prédéterminées. Chaque composant a été étiqueté et cartographié, la redondance étant intégrée au réseau en cas de panne ou d'endommagement d'unité. Le défi consistait à créer une fenêtre sur un monde qui serait bientôt de nouveau invisible, permettant au système de fonctionner le plus naturellement possible malgré la présence des instruments. Parallèlement à ces préparatifs matériels, des équipes universitaires et d'agences ont commencé à collaborer pour analyser le flux massif d'informations provenant des échantillons et des capteurs. Les biogéochimistes étaient impatients de combiner leurs connaissances sur les voies de circulation des nutriments avec la compréhension des flux par les hydrologues afin de construire des modèles intégrés. Les écologistes ont cherché à établir un lien entre ces structures profondes et les schémas de déplacement des poissons, la répartition des plantes et le comportement alimentaire des oiseaux. Les modélisateurs ont proposé de nouveaux cadres théoriques considérant ces ouvertures cachées comme des nœuds d'un réseau. Chaque nœud possède des caractéristiques spécifiques, mais tous sont reliés par le mouvement global de l'eau et des animaux à travers le marais. Une piste de recherche envisagée s'est concentrée sur la façon dont ces structures pourraient réagir aux changements climatiques projetés. Si les décennies à venir sont marquées par des variations plus importantes entre périodes humides et sèches, le rôle des refuges permanents ou semi-permanents pourrait devenir encore plus crucial. Parallèlement, les variations du niveau de la mer et l'intrusion d'eau salée le long du littoral pourraient modifier la composition chimique des eaux souterraines, alimentant certaines des nappes phréatiques profondes. L'événement qui a révélé ces caractéristiques n'a offert qu'un aperçu fugace dans un contexte particulier. Extrapoler à d'autres scénarios futurs nécessiterait de combiner les observations avec des expériences et des simulations qui poussent le système au-delà des limites de ce que l'on observe actuellement. Au sein de la communauté scientifique, il existait également un enthousiasme sous-jacent quant à la possibilité de découvrir des formes de vie microbienne entièrement nouvelles ou des stratégies métaboliques inhabituelles adaptées aux conditions régnant à l'intérieur des ouvertures profondes. Les milieux où les eaux souterraines rencontrent les eaux de surface abritent souvent des organismes qui exploitent des gradients chimiques d'une manière rare ailleurs. Les variations importantes d'oxygène, de nutriments et de lumière au sein de ces milieux ont créé de nombreuses niches écologiques dans un espace restreint. Certains des micro-organismes capturés dans les premiers échantillons présentaient des séquences génétiques ne correspondant à aucune espèce connue dans les bases de données existantes, suggérant l'existence de branches inexplorées de l'arbre de vie microbien enfoui dans le substrat rocheux des Everglades. Les implications de telles découvertes dépassent le cadre du fonctionnement des écosystèmes locaux. Comprendre le fonctionnement de ces microbes à l'échelle microscopique pourrait éclairer des questions plus vastes en sciences environnementales. Cela concerne notamment le fonctionnement de communautés similaires dans d'autres systèmes karstiques et la conception de zones humides artificielles pour imiter les processus naturels. Le fait que ces possibilités aient émergé d'un simple épisode de baisse du niveau d'eau souligne combien la diversité microbienne de la planète demeure cachée dans des environnements difficilement accessibles en temps normal. Sur le terrain, le souvenir visuel des reliefs mis au jour a commencé à influencer la perception des scènes familières par les équipes dès que l'eau a commencé à remonter. Une étendue plate auparavant uniforme portait désormais en elle les contours fantomatiques de profondes cavités et de chenaux sinueux sous la surface. Lorsqu'ils observaient des bancs de poissons près de certaines zones de lèche ou des oiseaux se concentrer dans un coin précis du marais, ils se demandaient dans quelle mesure ce comportement était influencé par la topographie invisible et les eaux souterraines. L'événement leur avait conféré l'espace d'un instant une sorte de vision à rayons X dont l'image persistait. Les enseignants y ont également vu une opportunité. Le récit de la baisse du niveau de l'eau révélant des structures cachées grouillant de vie est essentiel à la santé de l'écosystème. C'est avéré un moyen efficace de sensibiliser les élèves et le grand public.
Les programmes destinés aux groupes scolaires ont commencé à intégrer des récits et des images de la baisse du niveau d'eau afin d'illustrer des concepts tels que la connectivité hydrologique, la résilience des écosystèmes et l'interaction entre la géologie et la biologie. Des visuels montrant des coupes transversales du marais avec de profondes cavités et des flèches indiquant les remontées d'eau ont permis de faire comprendre que ce qui paraît simple en surface cache souvent un mécanisme complexe en profondeur. Ces efforts de sensibilisation allaient bien au-delà de la simple communication. Ils ont influencé le soutien du public aux politiques et au financement de restauration. Lorsque les gens ont compris l'existence de structures invisibles agissant comme filtres naturels, refuges et réservoirs de biodiversité, ils étaient plus enclins à saisir pourquoi de subtils changements dans la gestion de l'eau pouvaient avoir des effets considérables. Il devenait plus facile de comprendre pourquoi la décision de retenir l'eau un peu plus longtemps dans une zone ou de la relâcher plus progressivement dans une autre n'était pas simplement un ajustement bureaucratique, mais une mesure susceptible d'améliorer ou de compromettre le fonctionnement de ces nœuds cachés du système. Au sein des organismes de gestion, cet événement a entraîné des révisions internes des stratégies de surveillance. Traditionnellement, de nombreuses mesures de routine étaient effectuées à des emplacements fixes le long des canaux, aux stations de jaugeage et dans des parcelles représentatives des marais. Ces points fournissaient des informations précieuses, mais la baisse du niveau d'eau a révélé que certains des processus les plus importants se déroulaient dans des zones qui n'avaient jamais fait l'objet d'un échantillonnage régulier. La solution n'était pas de surveiller l'ensemble du site, ce qui était impossible, mais de repenser les réseaux d'échantillonnage afin d'inclure davantage de sites susceptibles de présenter des caractéristiques similaires à celles révélées lors des basses d'eau. Des méthodes statistiques pourraient permettre d'identifier les emplacements où les nouvelles stations apporteraient le plus d'informations. Au fil des réunions de planification, un thème revenait sans cesse: la flexibilité. Le système avait démontré que dans certaines conditions, il pouvait révéler des éléments essentiels de sa structure autrement invisibles. Si les programmes de surveillance et de recherche étaient trop rigides, ils risquaient de passer à côté de ces rares moments où le marais s'ouvrait à nous. La réponse apportée a consisté à intégrer la capacité de réagir rapidement face à des événements inhabituels, qu'il s'agisse de baisse soudaine du niveau d'eau, d'inondations extrêmes ou d'autres anomalies. Disposer d'équipes prêtes à être redéployées, d'instruments mobiles et de protocoles permettant une adaptation rapide est devenu une priorité. Les analyses scientifiques qui ont émergé de cette période ont mis en lumière une implication à plusieurs niveaux. À l'échelle microscopique, la découverte a révélé comment la vie microscopique et les surfaces minérales interagissent à l'interface entre les eaux souterraines et les eaux de surface. À une échelle intermédiaire, cette découverte a révélé comment certains lieux servaient de sanctuaires et de centres de transformation pour les poissons, les invertébrés et les nutriments. À une échelle plus large, elle a profondément modifié notre compréhension des Everglades dans leur ensemble, les présentant non plus comme une simple nappe d'eau recouvrant des roches plates, mais comme un système tridimensionnel dynamique où les échanges verticaux sont aussi importants que les flux latéraux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Laissez également un commentaire ci-dessous pour nous faire part de vos impressions sur la découverte des Everglades après la baisse du niveau de l'eau. Nous sommes impatients de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt